si la violence est de droite, elle est condamnable, point barre. Si elle est de gauche, elle est explicable et même justifiable. Donc c'est pas une erreur, c'est une position idéologique. Oui, mais tu mets tout tu mets tout dans le même panier. Oui, mais qu'il y ait plus de groupuscules d'extrême droite que d'extrême gauche, je pense que c'est vrai. Néanmoins, là, en l'espèce, le sujet, c'était les groupuscules d'extrême gauche. Non. Pardonnez-moi, non, Sarah. Moi, je vais vous prendre un exemple très clair. La mort de Federico. Il y a personnes qui appartiendraient à des groupuscules d'extrême droite et il y en aurait environ 1000 mais c'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Quels sont les groupuscules qui sont soutenus par une formation politique importante en France? C'est ça le sujet. Non, après, il peut y avoir une circulation militante. Vous avez des groupuscules d'extrême droite, des membres du parti, et ensuite ils deviennent candidats à des certains postes au RN. Sarah, pardon? Vous avez des groupuscules ou vous avez des anciens militants de groupuscules. Je vais vous dire. Quel est l'ancien groupuscule? Par exemple, Frédéric Chatillon, Philippe Vardon, membre du groupuscule Nissa, Rabelais, puis ensuite candidat. Mais ils n'y sont plus. Non, mais ça a existé. Ah ça a existé il y a ça peut-être, mais ils n'y sont plus. C'est-à-dire que le scandale, c'est qu'on a une milice d'extrême gauche qui est un auxiliaire de la France insoumise. C'est ça le sujet. La France insoumise s'appuie de. Mais ça a existé ne veut rien dire. Ça n'existe plus. On ne vous parle pas de ce qui a existé il y a 50 ans, Sarah. Nathalie Loiseau était auguste. Je veux dire, en fait, essayons d'avoir un minimum d'honnêteté. C'est un gosse de 23 ans, qui a été tué par l'extrême gauche chez les faits. C'est ce que j'ai dit en poursuivant mon propos. J'ai dit en l'espèce, le sujet, c'est l'extrême gauche. Mais pourquoi vous faites le procès de l'extrême droite depuis 8 jours? C'est pas j'ai pas fait le procès de l'extrême droite, j'ai simplement rappelé les faits. Puisque tout le monde le fait dans l'espace médiatique. Est-ce que vous connaissez un député RN fiché S? Non, je connais que Raphaël Arnaud qui est triple. Est-ce que vous connaissez des assistants parlementaires fichés S au RN? Non. Donc, non seulement c'est un parti qui a pignon sur rue, mais je suis la première à dénoncer je termine, qui a installé au cœur de la République, c'est-à-dire au sein de l'Assemblée nationale, un foyer de fichiers S. Mais tout ce que vous dites sur la France insoumise, je partage votre avis. Après qu'il y ait des groupes ultra-droite, alors là, tout le monde en conviendra. Et LFI ne regrette rien, il continue à se... Exactement. Mais ce que vous dites sur la France insoumise, je partage votre avis également. Prenons l'exemple, par exemple, et c'est intéressant pour parler de sujet, Federico Martin Aramburu. Il est criblé de balles et effectivement, il est tué par un homme qui était d'extrême droite. Et qui est d'ailleurs en prison aujourd'hui. Mais il n'y a pas de lien politique. C'est-à-dire que c'était une bagarre qui a mal tourné dans Paris, si j'ai bien compris, à la sortie d'une boîte de nuit. Ils sont revenus pour le tuer parce qu'ils se sont battus, etc. Mais il n'y a pas de motivation politique. Pas de doctrine. Il n'y a pas de doctrine politique. Donc après, on dit c'est l'extrême droite qui tue. En l'espèce, il était militant d'extrême droite, mais ce n'est pas effectivement une doctrine qui a tué. Là, en revanche, on a tué quelqu'un parce qu'il ne pensait pas comme vous. Donc ces gens-là, madame, comment elle s'appelle? Sommier. Ces gens, c'est des imposteurs, ou des menteurs, ou des militants. Vous les appelez comme vous voulez. Des sociologues. Ou des... Et il faut effectivement dire qu'ils disent n'importe quoi, en l'espèce. Et ils mentent. À dessein. Sur les chaînes de télévision, ce week-end, on a vu des experts, je mets beaucoup de guillemets, justement pour commenter la marche à Lyon. Quand on regarde un peu, et c'est ce que font d'ailleurs beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, le profil, le pédigré de ces experts, en fait, on se rend compte que dans 9 cas sur 10, ce sont des militants avant des experts. Donc en effet, ça pose la question de qui on met à l'antenne. Bien sûr. Et cette dame, d'ailleurs, elle n'a pas répondu. Elle était tel les lapins pris en plein phare. Que voulez-vous répondre à ça? Madame, vous dites n'importe quoi. Ça a été validé par le CNRS. Oui, réponse. Donc, voilà. Monsieur Favreau. Bon, allez, on va partir une pause. Au moment du lynchage de Quentin, donc c'est pendant les interrogatoires, a dit Antifa de Lyon, allez-y, butez-le. Antifa de Lyon. Donc il se réclame d'une doctrine, d'un mouvement politique constitué. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y aura certainement un examen pour Ligue dissoute reconstituée. Voilà. Parce qu'il se réclame à nouveau de la jeune garde et du mouvement Antifa. 2 jours après avoir été lynché par des militants d'extrême gauche, les obsèques de Quentin Derenc se sont donc déroulées ce mardi après-midi. La cérémonie religieuse s'est tenue dans l'intimité familiale, sous un important dispositif de sécurité. On a vu les images tout à l'heure et je voulais vous faire de nouveau écouter des réactions. Celle de Bruno Gassio, par exemple, qui est candidat d'ailleurs sur la liste de Chirou. À la France Insoumise, c'est pour ça qu'on le pose. Et Bruno Gassio, il a longtemps été une des plumes des Guignols et il avait, disons-le, un certain talent. Même un talent certain. Voilà, et un talent certain. Et moi, ça me fait plutôt de la peine pour lui, ce que j'entends. Parce que c'est quelqu'un, le jour de l'enterrement, parler comme cela, sans preuve, d'une personne qui est morte,
Ça me paraît toujours étonnant. Déjà sur le par plan... le jour de l'enterrement. Oui, mais sur le plan humain, tout simplement, là, c'est même pas une question politique. Ouais. Donc écoutez ce qu'a dit M. Gassio. C'est d'une tristesse absolue pour sa famille, évidemment, qui a dû découvrir peut-être le même jour que leur enfant était mort. J'ai un fils de 25 ans, j'ai pas envie qu'on vienne me dire un jour en frappant à la porte, tiens, il y a ton fils qui est mort. Et en plus, c'était un gros connard. Comment ? Bah ouais, c'était un néo-nazi qui faisait des entraînements dans les bois pour apprendre à se battre et qui passait son temps à se battre. Voilà, et il est tombé sur plus con que lui et il s'est fait tuer. Voilà. Donc, j'aimerais pas qu'on vienne me dire ça. Donc oui, le climat est très violent. C'est incroyable quand même. Non, mais est-ce que M. Gassio aimerait que s'il perdait son fils, on vienne salir sa mémoire en inventant n'importe quoi sur son compte ? S'entraîner dans les bois pour se battre, il avait intérêt d'ailleurs, quand à apprendre, vu le genre d'énergumène à qui il avait affaire. Et néo-nazi, mais c'est une accusation gravissime. Les néo-nazis en France, ça représente quelques dizaines de personnes. Ça n'existe pas quasiment. Le néo-nazi, c'est une invention. Et jamais il y a le moindre élément de preuve. Le jour de... Mais, de toute façon, la règle, c'est simple, c'est un syllogisme. Éric Nolot. On ne discute pas. Quiconque n'est pas d'accord avec moi est un fasciste. Un fasciste, on ne le discute pas, on le tue. On a tous les droits. On a le droit de le tuer, on a le droit de salir sa mémoire, on a le droit de dire n'importe quoi à ce sujet. Et moi, j'observe que ce genre de discours, c'est pas seulement à la France insoumise, c'est pas seulement l'ultra-gauche, on l'entend un peu partout. Moi, Ségolène Royal. Chez Ségolène Royal. Moi, c'est le fameux point Goldwyn, hein, à partir oui, de mais ce là, moment-là. il y a quelque chose qui s'est déréglé. C'est des nazis. Non, mais Ségolène Royal. Les fascistes, ce sont des nazis. Mais nazis. Les mots ont un sens quand même. Oui, qu'est-ce que c'était que les nazis ? Enfin, faut se souvenir ce qu'ont été les camps de concentration, les camps d'extermination, la Shoah. Enfin, tout ça, c'est pas des mots en l'air quand même, quoi. Mais là où je trouve Éric a raison, c'est qu'un verrou a sauté, parce que ce sont des gens, entre guillemets, respectables qui disent ça. Ségolène Royal, elle a été candidate à la présidentielle. Et elle parle elle-même de néo-nazi. Elle parle comme ça. Elle est proche de la France insoumise. Je pense je vous dis la vérité, je pense qu'elle a des ambitions, Ségolène Royal. À la France insoumise. Et qu'elle a failli être tête de liste. Elle s'était proposée pour être tête de liste aux européennes pour la France insoumise ou régionale, je ne sais plus. Elle a des ambitions et je pense elle se dit, la France insoumise, oui, je dois un peu les ménager. Donc, à mon avis, c'est des clins d'œil qu'elle leur fait. Alors, si Ségolène Royal maintenant veut être à la France insoumise, non, mais elle ne veut pas forcément en être, mais en tout cas, elle veut entretenir une proximité. Pouvoir, Ségolène Royal, peu importe comment, peu importe avec qui. Elle était prête à se marier avec Macron, et voilà, avec les socialistes, avec la France insoumise. Elle veut être sur la photo. Bon, Madame Badeau, vous allez... Oui, Raphaël Arnaud n'a rien à voir avec ce qui s'est passé quand même à Lyon. 3 de ses collaborateurs sont parmi les 7 personnes qui sont arrêtées. Et Mathilde Panot se permet de dire que ça n'a rien à voir avec lui. Mais on verra ce qu'aux élections municipales... C'est se moquer de l'intelligence des gens, quoi. Mais d'abord, c'est une stratégie. Bah oui, bien sûr. Je veux dire... Bien sûr que c'est une stratégie. C'est la stratégie de quand prendre les il gens s'entraîne dans les bois, ça le fait de lui un néo-nazi. Par contre, Raphaël Arnaud, il n'a rien à voir. Enfin, mais vous avez raison de dire qu'on verra au municipal, parce qu'après tout, si ça convient aux électeurs... Après avoir déclaré qu'elle ne reconnaîtrait pas l'arrivée légale au pouvoir du RN. Mais elle a changé un peu de version. Ah bon ? Oui, elle dit qu'elle ne l'a pas dit. Alors je vais vous dire. Elle a changé un peu de version. M. Mélenchon a changé de version, elle a adapté sa version. Je vais vous citer Alexandre Solzhenitsyn. Nous savons qu'ils mentent. Ils savent qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent. Et pourtant, ils persistent à mentir. Elle est géniale. Oui, tout est dit. Elle est géniale, cette phrase. Alors, oui, d'ailleurs, l'inversion du sens, l'autodéfense populaire, c'est merveilleux comme concept. Oui, c'est clair. Et ça a marché, mais ça marche depuis un siècle. Bien sûr. Los colectivos au Venezuela, qui ont rempli les prisons et qui ont tourmenté et qui ont fait fuir le quart de la population du pays, c'est de l'autodéfense populaire. C'est le droit de lyncher en masse. C'est ce que disait les SA au moment de la nuit de cristal. On se défend finalement. On se défend contre des menaces. Le peuple en armes a tous les droits. C'est l'inversion. Mais après, c'est aux électeurs de décider. Raphaël Arnaud, il est quand même... Moi, ça me choque, mais il a été élu et bien élu. C'est l'inversion accusatoire. C'est la phrase de Pasolini que je cite aussi tous les matins. Les fascistes reviendront avec l'étiquette antifasciste. Nous y sommes. Voilà, et je m'étonne que la presse n'ait pas encore fait le titre « Jean-Luc Mélenchon est-il un fasciste ?» Parce que c'est ça la question à poser. Jean-Luc Mélenchon,
Comment ? Marianne a fait une un peu dans cet esprit. Jean-Luc Mélenchon est-il un Il fasciste ? coche toutes les cases. Donc. La France insoumise est-elle fasciste ? Et vous, faut-il interdire la France insoumise ? Vous savez très bien pourquoi. Faut-il interdire la France insoumise ? Pourquoi ils ne le feront pas ? Parce que c'est la même formule à chaque fois, ça fait le jeu du RN. Et donc tout ce qui fait le jeu du RN, eh bien ils ne le feront pas. Je vous propose. Alors, il y a un site que je sais, qui effectivement m'a interpellé parce que je vais souvent prendre des captures d'écran, comme on dit, des images d'écran. C'est French Carcan. Donc je le cite parce qu'ils m'ont dit à juste titre, vous ne me citez pas, et ils ont raison, il faut citer la source, French Carcan. Alors c'est quoi ce site ? En fait, il passe du temps, mais pas que lui. Il y a d'autres comptes qui passent leur temps à éplucher les différents discours, les vidéos publiées sur les réseaux sociaux. C'est très long. Parfois, on écoute 1h30 de discours, bon, il n'y a rien à Bien sûr. Mais parfois, il y a un extrait, et Vincent a fait quelque chose. Et là, eux, ils vont chercher justement dans les vidéos, en l'occurrence de Mathilde Panot, l'extrait. Et alors, je ne connais pas ces gens, j'espère qu'ils sont respectables. Mais je ne les connais pas. Ils sont bientôt mis au pas, de toute façon. Voilà, mais en tout cas, la vidéo sur leur, sur leur compte Twitter, c'est marqué French Carcan. Donc je le cite et effectivement, vous vous souvenez de French Carcan, le film de Jean Renoir ou pas, avec Jean Gabin ? Bien sûr. 1950, dans les années 50. Presque tous les Gabins. Bon, là, c'est pas un Gabin. Non. Bon, mais enfin, ça n'a pas de rapport avec ce qu'on dit. Mais French Carcan, donc, et alors là, c'est eux qui, effectivement, c'était un meeting de Madame Panot à Besançon. Et écoutez ce qu'elle a dit ces dernières heures. Je le redis, la manière dont est instrumentalisé ce drame dans ce pays est d'abord le fait de vouloir cacher la propre violence de l'extrême droite. Dans ce pays, c'est l'extrême droite qui tue. Mais il faut comprendre le moment historique dans lequel nous sommes. Ils veulent faire ce qu'adorent faire les fascistes, une inversion totale des valeurs. Oui, nous connaissons l'histoire. L'extrême droite a toujours utilisé des martyrs. Je vous invite à lire le livre Les Irresponsables de Chapoutot, qui fait justement comprendre comment Hitler est arrivé au pouvoir. Eh bien, dedans, il parle par exemple de janvier 1930. Horst Wessel, ce chefaillon de 22 ans nazi, qui se fait tuer dans son appartement, il a alors 22 ans. À ce moment-là, les nazis instrumentalisent ce meurtre, en font une chanson qui devient d'abord l'hymne nazi, puis une chanson qui deviendra directement l'hymne allemand lorsque Hitler prendra le pouvoir en Allemagne. Cette diatribe a été reprise par, je crois, Claude Askolovitch dans France Inter samedi, et également par la personne qui fait la revue de presse, dont j'oublie le nom, Voilà, c'est quand même extraordinaire. Ah, mais c'est merveilleux. Éric Nolot. C'est merveilleux parce que nous avons des fichiers S à l'Assemblée nationale payés par nos impôts. Nous avons M. Askolovitch qui fait ce genre de parallèle payé par nos impôts. Moi, je trouve que c'est un pays merveilleux. Et c'est les fascistes qui tiennent la France. C'est bizarre, ça se voit pas. Alors, il y a mes petits amis du Parisien qui m'envoient la une qu'ils ont faite la semaine dernière, effectivement, et ils ont fait une une avec Raphaël Arnaud et Jean-Luc Mélenchon, et le titre c'était l'extrême dérive, voilà. Donc, oui, mais l'extrême dérive, pardonnez-moi, c'est gentil en fait. C'est gentil l'extrême. Mais si, c'est pas gentil. Non, si. on peut pas dire que c'est gentil. Mais si, parce que on peut dire que ça pourrait être plus méchant. Ça pourrait être plus incitatif, mais je vais vous dire, c'est une école. Je trouve qu'il faut le boulot, le Parisien. Je trouve qu'il faut le boulot, donc je ne vais pas, comment dire, mais il n'empêche, la vraie question, c'est Jean-Luc Mélenchon est-il fasciste ? Alors, ça, c'est une question. La semaine dernière, Marianne a fait une une avec, c'était Raphaël Arnaud, Mélenchon et Rima Hassan en couverture, avec les nouveaux antifascistes et anti-barrés, si vous voulez. Voilà. Alors ça, moi, c'est une question que nous devons poser. Jean-Luc Mélenchon est-il un fasciste ? Mais attendez, il y a on a le droit de poser cette question. Ces méthodes, le culte du chef, insulte des journalistes, insulte d'à peu près... On purge, antisémitisme. On n'est pas loin de la brutalité de la violence, même si dans le discours, il a dit qu'il voulait gagner par les urnes. Madame Panot a dit le contraire, avant de se raviser. Ils vont sortir l'huile de foie de morue. Ils vont, effectivement... C'est extraordinaire de voir comment Madame Panot, par exemple, parle avec le style de Mélenchon. Oui, absolument. Il est contagieux. D'ailleurs, ça a été vrai pour tous les chefs. Non. Tout le monde parlait comme ça. Celui-là, non, mais ça, c'était frappant. Ce qu'il y a chez Mélenchon, c'est ce talent de tribun. C'est pas le talent de Madame... Il est mussolinien. Je suis pas sûr que Madame Panot ait le même talent. Dans l'Italie fasciste, tous les leaders locaux avaient une façon d'haranguer la foule qui était vraiment copiée sur celle du Duce.
Et là, vous avez réellement... Oui, mais là, elle est pas... Madame, elle bute sur les mots, elle n'est pas fluide. Non, techniquement, elle n'est pas... Quand elle parle, l'extrait que vous avez Franchement, le charisme de Madame Panot, c'est pas ce que je dis. Je voulais encore qu'elle vous réponde. Madame Panot, mais si elle peut venir surtout, Madame Panot, qu'elle vienne. Elle vous écoute. Elle nous écoute. Elle a parlé de CNews d'ailleurs et des médias Bolloré. C'est bien, ça va faire monter. Non, mais pourquoi c'est très gentil? Elle appelle les médias Bolloré. Imaginez qu'à la place... Oui, Sarah, si je peux finir. Éric Nolot. Imaginez qu'à la place d'un groupe d'ultra-gauche, ça a été un groupe d'ultra-droite avec les mêmes faits. Vous croyez que vraiment le traitement aurait été le même? Premièrement. Et deuxièmement, la vraie question, c'est faut-il interdire la France insoumise? Pour moi, ils ont franchi tous les caps imaginables. Ils sont en marge de la République. Ils n'appartiennent plus au champ républicain. Je pose la question, faut-il interdire la France insoumise? Et si vous les interdisez, ils vont se reconstituer ailleurs. Donc, on rappelle que Madame Appéré à Rennes, et c'est Monsieur Bachelier qui me le rappelle à l'instant, ancienne Valsiste, dit désormais la police tue. On rappelle qu'ils manifestaient tous sans voir le problème en 2019 avec les islamistes à quelques mètres du Bataclan. On rappelle que la quasi-totalité des maires socialistes en place restent alliés avec la Jeune Garde. Et d'ailleurs, ça c'est très intéressant. C'est que vous avez les discours du PS qui disent plus de lien avec LFI. On en parlait hier. Dans un certain nombre de villes, ils sont alliés dès le premier tour. Et hier, ça ne vous a peut-être pas échappé, Grégory Doucet, le maire de Lyon, a dit s'il faut, je m'allie avec LFI. Donc, en fait, Madame Chikirou. Et la candidate de LFI à Lyon, elle a porté un t-shirt de la Jeune Garde, elle est très proche de la Jeune Garde. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon sera à Lyon demain, ce qui là aussi pose question à 2 semaines après la mort de Quentin. Madame Chikirou, hier, elle parlait des journalistes en les insultant. Et là, elle parle d'Emmanuel Grégoire, qu'elle insulte tout autant. Et en plus, il y a un pacte, d'après Emmanuel Grégoire. Il y a un pacte entre Rachida et Sophia. Bah ouais. Rachida et Sophia, vous savez, elles ont tellement en commun. Elles mangent le couscous avec les mains. C'est ça, Grégoire? Guignol. Guignol. Moi, j'ai pas voté le projet de loi de sécurité sociale qui permet à Rachida Dati de rester au pouvoir. Moi, j'ai pas permis la loi des finances qui permet à Le Cornu de faire 35 milliards de coupes budgétaires. Moi, j'ai toujours été opposée à Rachida Dati, franchement, politiquement. Je lui ai déjà tout dit à Emmanuel Grégoire, mais il continue. Pour lui, Rachida et Sophia ont un pacte. Alors moi, je lui pose la question, et je la pose à Béliard et à Yann Brossat. Est-ce que Emmanuel Grégoire a un pacte avec Pierre-Yves Bournazel? Parce que je trouve qu'ils ont beaucoup en commun aussi. C'est grossier, là, c'est grossier. On dirait un vulgaire. meeting alors qu'ils sont 10. C'est assez vulgaire. Mais vous vous souvenez des meetings de Simone Veil? Oui, non, mais... Oui. Oh là là. Les discours de Simone... Non, mais enfin... Eh oui, mais elle traite tout le monde de guignol. Donc ce qui est bien, parce qu'elle traite, si j'ai bien compris, même Yann Brossat, il prend cher. Oui. Yann Brossat du Parti communiste, même eux. Oh, il doit être un peu parce qu'il est allié avec Emmanuel Grégoire. Alors, oui, donc même Yann Brossat est traité de guignol, si j'ai bien compris. Bournazel a dit ce matin qu'il ne s'associera ni avec Rachida Dati, ni avec Emmanuel Grégoire. Donc en plus, ces accusations tombent à côté. Et elle essaie juste d'être de la radicalité par rapport à la gauche. Monsieur Bournazel, à l'arrivée, il va faire perdre la droite. Voilà. Sa candidature, à quoi elle aura servi? Alors, il est en chute dans les sondages. Hein. Comment? Il est en chute dans les sondages. Il va faire perdre la droite. C'est-à-dire... Non, la question, c'est est-ce qu'il va être au second tour? La question aujourd'hui, c'est celle-là. Hein. C'est la question. Écoutez, comme le vote utile va jouer... Visiblement, il se met en place. Là. Le vote, mais c'est un laminoir, le vote utile. Les gens à Paris qui ne veulent plus d'Emmanuel Grégoire, effectivement, il ne faut pas qu'ils votent pour Bournazel, parce que ça ne sert à rien. Ça, c'est mathématique. Tu votes pour Bournazel, ça ne sert à rien. Ton vote, il est perdu. Tu votes pour Dati, tu peux battre Emmanuel Grégoire. Tu votes pour Knafo, tu peux battre Emmanuel Grégoire, puisque Sarah Knafo a dit qu'elle, visiblement, elle serait au service de Rachida Dati, si j'ai bien compris. Ça veut dire qu'elle pourrait se désister. Moi, je l'ai en tout cas... voir ça aussi, on verra. Si elle se désiste. Je l'ai interprété comme ça. C'est tout son intérêt. Mais je fais de la politique fiction, c'est-à-dire que je dis, si tu veux faire battre Emmanuel Grégoire, ça ne sert à rien de voter pour Bournazel. En revanche, si tu veux gagner, que Grégoire gagne, à ce moment-là, tu votes pour Bournazel. Si tu veux que Grégoire gagne, tu votes pour Bournazel. C'est assez simple, me semble-t-il. Hein. J'ai pas besoin de faire Sciences Po pour ça. Grégoire gagne, tu votes pour Grégoire. Le premier tour, on choisit, le deuxième, on a dit. Il a quand même un programme à lui. Il y a 2 tours à ces élections, c'est à ça que ça sert. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce que vous validez ce raisonnement? Mathématiquement, c'est ce qui semble se profiler. Mais encore une fois, il a aussi une voix à faire entendre
Je rappelle quand même que c'est le candidat d'Édouard Philippe et ça joue gros parce que Édouard Philippe derrière. Hein. Il était à la droite de Rachida Dati il y a 10 ans ou 15 ans. C'était le plus à droite. Il était avec M. Pelletier, avec Guillaume Pelletier. Et maintenant, il est avec M. Attal. Donc, c'est Girouette. Girouette et compagnie. Bon, mais on peut changer d'avis, hein, on a le droit. Est-ce qu'on peut écouter à présent Madame Soudet, qui a interpellé Madame Soudet? C'est toujours un grand moment. Madame Soudet, Madame Panot. Oui, vous nous offrez là du de qualité ce matin. Les grands intellectuels ont pris la parole. C'est une émission 100% LFI. Exactement. C'est bouillon de culture. C'est bouillon de culture. Écoutons Madame Soudet, qui est une des phares de la pensée de la France insoumise. Monsieur Clément, vous êtes un journaliste phare du service public en matière d'écologie, alors que vous soyez salarié ou non, ça vous donne quand même une grande responsabilité. Et moi, ce que j'observe, c'est que ces dernières années, vous avez malgré tout effectué un glissement politique. Vous avez encensé Monsieur Rachline, le maire de Fréjus, maire RN, ouvertement xénophobe et antisémite, pour avoir défendu Paul Watson. Vous avez débattu avec Monsieur Bardella dans Valeurs Actuelles, en essayant visiblement de le convertir à l'écologie. Alors vous avez avancé pour cela que le réchauffement climatique va engendrer des mouvements massifs de population. Alors, si vous permettez de discuter avec l'extrême droite, c'est parce que selon vous, ce sont vos termes, l'écologie appartient à tout le monde. Et vous êtes prêt à tout, dites-vous, pour faire triompher l'écologie. Mais moi, ce que je pense, c'est que vous ne faites pas triompher l'écologie en agissant ainsi, vous réhabilitez l'extrême droite en vérité. Vous réhabilitez l'extrême droite, d'autant qu'en parallèle, vous tapez sur d'autres groupes politiques, et en particulier la France insoumise. Vous avez une responsabilité morale, Monsieur Clément, dans la montée de l'extrême droite en France. Extrême droite qui, rappelons-le, est sexiste, raciste, et je peux pas finir mon propos. Oui, allez-y, finissez, mais je crois que sur la responsabilité morale... raciste et libéral d'un point de vue économique. Rappelons que le réchauffement climatique, les premières victimes, ce sont justement les femmes, les pauvres et les personnes racisées. Donc vous comprendrez bien où est le problème. Mme Soudet, je ne sais pas si vous étiez là, vous direz quand même à votre collègue Nadège Abon-Mongoli de la France Insoumise que tout ce que vous avez dit, c'est pas une raison déjà, pas une raison pour qualifier M. Hugo Clément de facho. Hugo, mais alors même tout le monde est facho. Hugo Clément est facho, mais c'est leur manière de voir. D'ailleurs, je vous assure, ça va être intéressant de voir les élections municipales. Il faut toujours être conforme à sa caricature. Et là, vous pouvez faire confiance. Mais je suis pas sûre que ce soit elle qui écrit sa question, parce qu'on dirait qu'elle découvre ce qu'elle lit. Enfin, c'est du charabia. Je vous assure, c'est du charabia. Je vous assure, cette dame est professeure de français. Je m'inquiète pour ses élèves. Quiconque ne pense pas comme moi est facho. On comprend ça quand même. Bah oui, je suis d'accord avec vous. Mais Madame Chikirou, on va voir si elle va faire plus de 10 à Paris. Est-ce que vous pensez que tout ce qu'on a entendu là... Moi, j'ai le sentiment quand même que les gens sont intelligents, ou ils peuvent... je ne sais pas, ils ont quand même revoté pour Madame Hidalgo, alors que le bilan était catastrophique. Donc après, moi, je me prononce pas. Moi, je pense que la base de... Vous êtes parfois dur à suivre, Salman. Vous n'aimiez pas Anne Hidalgo? Ah non, pas vraiment, non. Ah bon? D'accord. Non. Oui, parce que là, c'est la gauche qui vous touche, là. Donc, comme là, vous êtes percuté dans votre vie personnelle. La gauche, en théorie, vous aimez bien, mais la gauche, quand ça vient dans votre rue, vous vous dites, oh là là, ça, j'en veux pas. C'est exactement ça. C'est magnifique, d'ailleurs. C'est un cas d'école. Sarah Salman est de gauche, sauf pour sa rue. Sauf quand l'administration arrive dans sa rue et qu'elle paye les impôts de la gauche. Mais en revanche, en théorie, elle est de gauche. Mais c'est fréquent à gauche. Mais vous incarnez exactement en fait ce que je pense de la gauche. J'habite à Paris et c'est très difficile de se déplacer depuis que Madame Hidalgo est là. Mais c'est difficile à Nantes, c'est difficile à Rennes. En fait, dès que la gauche est au pouvoir, ça marche pas très bien. Mais en théorie... Mais moi, je voudrais vivre en théorie un jour. Mais il faudrait qu'on y aille. Je voudrais qu'on parte en théorie, qu'on fasse un petit voyage. Et là, on a un cas, je veux dire... chimiquement pur. Chimiquement pur, où là, c'est une révélation. C'est un aveu que vous venez de faire. Mais non, c'est... Ah ben, Anne Hidalgo, surtout pas. Ça, surtout pas. Je veux pas d'Anne Hidalgo. Mais, en théorie, j'aime bien la gauche. Mais je vous aime. Vous le savez bien. Et... Vous aussi, vous aimez bien la gauche. Oui, c'est ça. Et comment? Vous aussi, vous aimez bien la gauche. Mais bien sûr. Ben, c'est la gauche sociale, nous c'est le gaullisme. Non mais plus sérieusement, moi je mets pas sur le même plan la France insoumise de M. Glucksmann. M. Glucksmann, je pourrais voter pour un M. Glucksmann, j'irai jamais voter pour un membre de la France insoumise. Vous avez bien raison, effectivement, ça n'a rien, on ne les met pas sur le même sac, vous avez parfaitement raison.